Bonjour à tous. Ces dernières années, on a beaucoup parlé du célibat et de la misère sexuelle chez les hommes. On a parlé des incels, des célibataires involontaires, ou encore des MGTOW, les célibataires volontaires cette fois-ci. Mais qu'en est-il des femmes ? Y a-t-il des incels au féminin, des femmes célibataires involontaires qui subissent la solitude, ou des MGTOW au féminin, des femmes qui auraient authentiquement choisi le célibat à vie ? Un de mes auditeurs sur Patreon, que je salue au passage, m'a envoyé un article de Sud-Ouest qui titre « Célibataire volontaire, le nouveau militantisme féministe ». Podcast, message en ligne, mariage avec soi-même, de plus en plus de femmes assument clairement leur célibat, certaines allant jusqu'à prôner l'abstinence totale. Sur Twitter, Sarah, 41 ans, annonce la couleur. Petit rappel du lundi, je ne veux pas d'homme dans ma vie, je vis en non-mixité, perdez pas de temps à m'envoyer des messages. Après des décennies à percevoir le fait de ne pas être en couple comme une honte, Sarah, qui se définit comme hétérosexuelle, a décidé qu'elle ne voulait plus de relations amoureuses et prône les bienfaits de l'abstinence. Sarah nous dit « Les relations sexuelles sont une galère pour rien ». Estime Sarah, qui constate que les hommes changent de comportement et deviennent moins polis quand elle annonce son désir de rester célibataire. Et là, avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire, Sarah, pourquoi t'as attendu 41 ans avant de déclarer ton célibat sur les réseaux sociaux ? C'est marrant ça. Tu faisais quoi à 21 ans ? Tu faisais quoi à 22 ans ? Tu faisais quoi à 25 ans ? À 30 ans ? Qu'est-ce que tu faisais ? Bon, tu prenais du kilomètre. C'est normal. Pourquoi à 41 ans, maintenant que plus personne ne te regarde, tu déclares comme ça sur Twitter « Je suis célibataire, ça y est, je ne veux plus d'hommes ». Sarah, un peu de sérieux. Tu ne veux plus d'hommes ou il n'y a plus d'hommes qui te regardent ? C'est quoi la réalité, Sarah ? Sarah, viens ici, assieds-toi, regarde-moi dans les yeux. Sarah, de moi à toi, ça fait combien de temps qu'un homme ne s'est pas retourné sur toi dans la rue ? Honnêtement, Sarah, ne pleure pas, je sais que c'est dur ce que je te dis, mais ça fait combien de temps qu'on ne t'a plus regardé ? Et c'est un peu le premier point que je souhaitais aborder, c'est que on remarque que toutes ces féministes qui déclarent leur célibat, qui déclarent officiellement « je ne veux plus d'hommes, les hommes ne servent à rien », quelque part elles le font vers le tard, 41, 45 ans. C'est à un moment où tu n'as plus le choix, c'est fini. À la limite, je respecterais une jolie gonzesse de 23, 25 ans, une pureté intégrale, une belle gonzesse qui me dit « je ne veux plus d'hommes ». Là, je respecterai. 25 ans, t'as la terre entière qui a envie de te pécho et tu déclares « je ne veux plus d'hommes ». Ça, je dirais respect parce que c'est un choix de se préserver. Et il y a des femmes comme ça, pas énormément, mais il y a des femmes qui croient encore à la nécessité de se préserver, à la nécessité de ne pas donner son corps à trop d'inconnus, qui font attention à la charge émotionnelle qu'elles peuvent prendre en rencontrant beaucoup d'hommes, parce que chaque relation, quelque part, on y laisse quelque chose, qu'on le veuille ou pas, mais on est tous ou enrichis par une bonne relation, ou endommagés par une mauvaise relation. Et si tu as tendance à te mettre dans de mauvaises relations, à avoir de mauvaises relations à répétition, forcément, tu arrives à 41 ans, comme Sarah, t'es éclaté, t'es endommagé. Et le fait que tu balances « Ah, je vais être célibataire, c'est bon, j'en ai ras le cul des mecs », t'es déjà endommagé, Sarah, t'es cassé entre 17 et 41 ans. Combien de mecs t'as connu, combien de relations foireuses t'as connues, combien de kilomètres t'as pris, et forcément t'arrives à cet âge avec la désillusion de l'homme, la désillusion du mariage, la désillusion de la relation, et tu tombes dans un féminisme extrémiste, mais quelque part j'ai envie de dire, ça ne me surprend pas, et c'est pas quelque chose d'extrêmement glorieux, tu vois, t'aurais fait la même à 25 ans, j'aurais dit « Ah tiens, ça c'est une femme qui a envie de se préserver, ah tiens, ça c'est peut-être une femme qui ne veut pas se faire massacrer émotionnellement ». J'aurais respecté le délire. J'ai connu des gonzesses comme ça, j'ai connu des meufs à 23 ans qui ne voulaient pas avoir de rapport sexuel.
elles n'avaient aucun problème avec leur corps, avec leur sexualité, avec leur vie d'une façon générale, mais elles avaient le sentiment, la conviction qu'il ne fallait pas trop se donner, qu'il fallait avoir peut-être 1 ou 2 partenaires dans une vie, mais qu'il ne fallait pas trop enchaîner les mecs, parce que émotionnellement, ça peut te casser quand tu arrives à 41 ans et que tu as enfilé 250 000 km. C'est comme les bagnoles. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec une occasion qui a pris 180 000 km, une occasion de 10 ans, avec 250 000 km au compteur? Qu'est-ce que tu fais avec cette bagnole? Et les émotions, c'est pareil. C'est vrai que c'est pas du tangible, c'est pas du palpable. Donc, on va avoir tendance à moins voir l'usure que sur des objets physiques, sur des objets matériels où l'usure est tangible. Mais les émotions, ça s'use. Et si t'enchaînes les difficultés, si t'enchaînes les relations compliquées, si t'enchaînes les relations mentalement usantes, ben t'arrives à 40 ans comme Sarah. Voilà. Tu passes ta vie sur Twitter à expliquer à tout le monde que tu es célibataire. Alors déjà, pourquoi tu le dis sur Twitter? Tu es célibataire, garde-le pour toi. T'as pas envie de pécho, t'as pas besoin de le crier à tes 10 000 followers sur Twitter. Garde-le pour toi, c'est très bien, t'as plus envie de pécho. Bon bah reste tranquille. L'article continue, 1 personne sur 5 est célibataire en France. Le célibat est en augmentation en France depuis les années 50, l'âge d'or du couple. Entre 2013 et 2014, 1 personne sur 5 âgée entre 26 et 65 ans déclarait ne pas être en couple, soit 21%, selon une enquête de l'INED et de l'INSEE. Pour autant, même en 2021, la vie à 2 reste bel et bien la norme et le célibat est peu valorisé socialement. Note la sociologue Marie Bergstrom et la démographe Géraldine Vivier, toutes deux à l'INED. Il y a une attente à ne pas être seul. Cette attente vient de tout le monde, de la famille, des amis, des collègues, du travail, du supérieur hiérarchique, même des enfants, résume Géraldine Vivier. Ben oui Géraldine, tu peux aussi ajouter les mammifères. Tous les mammifères sont en couple, c'est comme ça que la vie continue. Donc c'est pas uniquement ton supérieur hiérarchique et tes collègues de travail et tes amis et la famille. Hein. Tu peux ajouter aussi le monde animal. Tu vois, un orang-outan qui te regarde, il se dit « Qu'est-ce qui lui arrive à cette connasse ?» T'as tout le livre de la jungle qui comprend pas ce qui t'arrive. Vivre seul, ce n'est pas rater sa vie. Sophie Barr, ou Sophie Barré, 43 ans, nous dit « Quand j'étais célibataire, je recevais énormément d'injonctions de la part de mon entourage qui s'inquiétait pour moi. » Sophie est professeure d'anglais et membre du collectif féministe #NousToutes. Sophie, toi aussi, 43 ans? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi à 41, 42, 43 ans, vous sortez toutes de votre terrier? C'est bon, j'ai envie d'être célibataire, j'ai fini. Tu faisais quoi avant? Et Sophie ajoute, les gens disaient, elle va rater sa vie, alors que je faisais plein de choses, ajoute-t-elle. Ouais, tu faisais plein de choses, Sophie, c'est bien. On aura remarqué que Sophie ne développe pas ce qu'elle faisait. C'est marrant ça. Je fais plein de choses, ma vie est épanouie, depuis que je suis célibataire, je fais plein de choses. Et quand tu dis Sophie, tu peux préciser de façon plus explicite, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi, je fais plein de choses? Je fais des choses, quoi. Tu comprends qu'en réalité, quand quelqu'un te dit je fais plein de choses, c'est qu'il ne fait rien. En général, quand tu fais vraiment des choses, tu développes un peu, tu vois. Tu dis en ce moment, voilà, je suis en train d'apprendre le code, je suis en train de me former sur Python, je suis en train de me former sur la création de sites en ligne, quoique ça commence à se démoder un peu ce truc, il y a trop de gens qui le font. Mais t'expliques un peu ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un nouveau sport, tu es en train de faire du kitesurf, pour citer un truc que j'aime beaucoup. Voilà, tu as voyagé, tu t'es déplacé, tu as fait des randonnées, tu es allé faire le chemin de Compostelle pour te faire pardonner tes péchés, tu vois. Tu développes, mais quand tu dis comme ça, je fais plein de choses, je suis une célibataire épanouie et je fais plein de choses, ça veut dire que tu ne fais rien du tout en fait. Et l'article continue, dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, l'autrice féministe Mona Chollet développe que les femmes sont poussées à considérer le couple et la famille comme les éléments essentiels de leur accomplissement personnel. Alors déjà un ouvrage qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, ça me rassure pas beaucoup. Et l'histoire de l'autrice, ça me fatigue. Le langage inclusif, ça me fatigue.
je me suis fait la réflexion, je me suis dit bientôt, on ne pourra plus dire un oiseau, faudra dire une oiseau. Un oiseau et une oiseau. Déjà que la langue française est une langue assez compliquée, déjà que le genre dans la langue française est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de règles, j'ai jamais su pourquoi on disait une table et pas un table, et pourquoi on dit un sofa et pas une sofa, pourquoi on dit une télé et pas un télé. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est comme ça. En anglais, c'est un peu plus simple pour savoir s'il faut utiliser a ou an, a book, a television, an apple. Tu peux le savoir assez facilement si le mot commence par une voyelle, c'est an, apple, a, donc tu utilises an apple. Et si ça commence par une consonne comme T, television, tu utilises a television, a book. Et c'est assez simple en anglais en fait. Alors qu'en français, tu ne sais pas comment faire et il n'y a pas de règles. C'est pour ça que vous remarquerez que les Anglais et les Américains qui apprennent le français ont toujours un peu, galèrent toujours un peu avec ça. Vous les entendrez dire « Oh, je veux allumer la télévision ». Et tu vas lui dire « Mais non, c'est la télévision ». Et il va te dire « Mais pourquoi ? Pourquoi c'est la télévision et pas le télévision ?» Tu n'as aucun moyen de lui expliquer. C'est comme ça. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer le chaise? Et tu vas lui dire, non, c'est la chaise. Encore une fois, pourquoi? Il n'y a pas de règle, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que la chaise, c'est féminin, le sofa, c'est masculin? Il n'y a pas vraiment de règle et c'est l'une des plus grandes galères dans la langue française. Alors déjà que le français n'est pas facile, et c'est vrai qu'on met rarement le français dans les langues très difficiles à apprendre, on a toujours le russe, le chinois, le japonais, mais je vous garantis que pour ceux qui ne parlent pas le français natif, qui n'ont pas le français comme langue maternelle, le français est l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Et personnellement, je suis assez ravi d'avoir le français comme langue maternelle parce que je pense que je ne l'aurais jamais appris. J'aurais jamais appris le français si je ne le parlais pas déjà en raison de sa difficulté. Et en plus de cette difficulté, on a le langage inclusif. Alors, et honnêtement, c'est rien contre les femmes, mais autrice, je trouve que ça sonne terrible. Ça sonne, je préfère dire l'auteur Mona Chollet plutôt que l'autrice. Un livre au passage dont j'avais jamais entendu parler et dont je ne souhaite pas faire la promotion. Un livre qui s'appelle Sorcière, je vous garantis que ça risque pas d'être dans ma bibliothèque. Et donc cet auteur ajoute que dans ce contexte, la célibataire est une figure subversive incarnant indépendance sous sa forme la plus visible et la plus évidente. Mais j'ai envie de dire, permets-moi de douter, Mona, parce que le choix du célibat à 41 ou à 43 ans, je ne sais pas si c'est un choix. C'est un peu là où je doute un peu quand des femmes me disent « Ah, l'observateur, est-ce qu'il y a des femmes MGTOW, des femmes qui veulent prendre leur propre chemin et vivre sans les hommes ?» J'ai envie de dire, si tu prends ton propre chemin et que tu veux faire le bonhomme à 23 ans, déjà c'est très courageux parce qu'à 23 ans, tu es au sommet de ta gloire, surtout si tu es jolie, tu as tous les hommes de 20 à 77 ans qui veulent de toi. Si tu es extrêmement jolie, tu peux épouser un milliardaire et ne plus jamais avoir à travailler de ta vie. Tu as beaucoup d'options quand tu es jeune et extrêmement jolie. Et si à cet âge-là, tu choisis l'abstinence et le célibat, j'ai envie de dire chapeau, courage. Par contre, quand tu as toute cette liste de femmes, parce que depuis que j'ai commencé l'article, on est entre 41 et 45 ans. Il y a pas, c'est pas de la jeune fraîche. Donc le comité hashtag nous toutes, le collectif plutôt féministe hashtag nous toutes, déclarait comme ça qu'elles ont choisi le célibat. À 41, 45 ans, est-ce que vous l'avez vraiment choisi, mesdames ? Posez-vous la question, je ne dis pas ça avec du mépris, mais à 45 piges, est-ce que tu peux vraiment te déclarer célibataire volontaire ? Et c'est en lisant cet essai, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que la journaliste indépendante Marie Albert a eu l'idée de réaliser Sologamie au sous-titre volontairement provocateur, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Moi, j'ajouterais le podcast des célibataires de la quarantaine qui n'ont besoin de personne. Arrêtez l'arnaque. Les gonzesses du hashtag nous toutes, arrêtez l'arnaque. Arrêtez vos conneries du podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne.
le podcast des célibataires de 40 piges qui n'ont besoin de personne. Là, c'est plus cohérent déjà. Arrêtez de faire croire à toutes les gamines, à toutes les jeunes femmes que vous êtes en train de manipuler que vous avez choisi votre célibat. Arrêtez les conneries. Vous n'avez jamais été célibataire, vous avez mené votre vie, vous avez eu des partenaires, vous avez fait votre carrousel de la bip pendant des années, entre 17 et 35 ou 36 ans, et à 41, 45 ans, lorsque vous arrivez à ce qu'on appelle le mur, lorsque vous éclatez le mur du son, vous vous lancez dans le militantisme, les podcasts célibataires, les livres Ma sorcière bien-aimée et compagnie, mais c'est pas un choix. Donc arrêtez de manipuler les gamines qui ont un cerveau encore normal à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, qui vont croire que la voie du célibat que vous préconisez, c'est la meilleure, c'est une voie que vous avez choisie, alors que vous-même, toute votre vie, vous avez enchaîné les partenaires dans un rayon, dans un périmètre ou dans des endroits qui vont de la cage d'escalier à la cave, à la boîte de nuit et à tous les endroits où vous avez eu vos rapports sexuels de l'époque. Vous arrivez à 41 ans, 45 ans, usé, fatigué, peut-être aussi parce que vous avez été malmené par certains hommes, mais que vous avez choisi. Si vous avez tendance à aimer les mauvais garçons, les bad boys qui vous manipulent, qui vous violentent, c'est de votre faute. Vous avez la possibilité de choisir vos hommes, mais beaucoup de femmes, surtout dans leur jeunesse, ont tendance à chercher, à être attirées par les mauvais garçons. J'en avais parlé dans une vidéo « Femmes et violence, un paradoxe improbable ». C'était un podcast, un audio extrait de mon livre. Et les femmes dans leur jeunesse, en raison de leurs hormones, en raison de l'âge, de la jeunesse surtout, recherchent uniquement des hommes avec des caractéristiques physiques séduisants, indépendamment de leur réussite, de leur statut. Ça joue un petit rôle le statut, mais beaucoup moins que le physique. Donc entre 20 et 27 ans ou entre 20 et 26 ans, la femme va choisir l'homme physiquement attirant, la musculature, la taille, la symétrie du visage, etc. Même s'il va la malmener, même si c'est un bad boy. Et après, une fois qu'elle a envie d'avoir des gamins et de se poser, elle commence petit à petit, après 27 ans, à chercher la stabilité, la sécurité, le confort. Et donc l'ingénieur, même s'il est un peu moins beau, l'ingénieur qui fait 4000 balles par mois, va être un peu plus attirant que le bad boy musclé au SMIC. Et donc, tu as des armées d'idiotes qui se font malmener par les mauvais garçons parce que c'est ce qu'elles veulent dans leur jeunesse. Elles arrivent esquintées à 27, 28, parfois 30 ans, émotionnellement esquintées, et elles se demandent après pourquoi elles n'arrivent plus à construire de relations normales. Et une femme intelligente, c'est celle qui très tôt a compris, très tôt, ça veut dire 23 ans, 23, 25 ans, a compris qu'il fallait se poser avec celui qui allait devenir le père de ses enfants, et ne pas se prendre des fessées pendant des années pour ensuite décider de se poser avec le moins bien, parce que c'est le provider, parce que c'est le pourvoyeur, qu'elle va ensuite divorcer parce qu'elle le déteste depuis le départ. Elle l'a épousé parce que c'était le pourvoyeur, mais ça n'a jamais été son premier choix. C'est pour ça qu'elle va divorcer à 42, 43 ans, une fois que les enfants auront grandi, pour espérer retrouver son amour de jeunesse, le bad boy. C'est ça les gonzesses en fait, hein. Les mariages à 30 ans et les divorces à 43 ans, ça tourne autour de ça. Et ensuite, ça finit au collectif Nous Toutes à raconter de la merde. Et l'article continue. Comme Sarah, Marie s'empare des réseaux sociaux pour afficher son célibat, voire son abstinence sexuelle. Sur Instagram, elle annonce avec fierté qu'elle n'a pas eu de relation intime avec un homme depuis 1 an, à ses 3500 followers. Et là encore, tu ne comprends pas pourquoi elles ont constamment besoin d'expliquer au monde entier qu'elles sont abstinentes. T'es abstinente, très bien Sarah, très bien Marie, ok, mais pourquoi t'as besoin de le dire à tous tes followers, aux 3500 personnes qui te suivent sur Instagram? Est-ce que tu ne peux pas vivre cet état méditatif ou cet état de paix, comme tu le dis, voilà, tu ne veux plus d'hommes, tu veux de la tranquillité, tu veux de la paix et de l'esprit, mais si tu veux la paix et de l'esprit, pourquoi tu balances tout ça sur les réseaux sociaux? C'est le pire en fait, pour celui qui dit chercher la paix, pour celui qui dit être en accord avec lui-même. Et vous comprenez que dès qu'on fait un peu la psychologie de ces femmes-là, pour ne pas dire la psychanalyse, on comprend qu'il y a un truc qui cloche. Quelque part,
elle cherche de l'attention au travers de ce célibat proclamé, au travers de cette abstinence proclamée. Tu vois, quand tu es un homme et que tu te retires de la société, tu te retires complètement. Tu es un moine, tu vas à la montagne, tu quittes le monde, tu disparais. Et c'est là où je voulais en venir, la différence entre les MGTOW hommes et les MGTOW femmes, entre guillemets, si ça peut exister, mais on va dire célibataires, c'est women going their own way, les femmes qui prennent leur propre chemin. Eh bien, les MGTOW, et c'est les seuls MGTOW en fait, on va arrêter de parler de MGTOW féminin, les seuls MGTOW, les célibataires volontaires sont des hommes. Quelque part, ils disparaissent un peu des radars, ils sociabilisent moins, on ne les voit plus et ils travaillent sur leurs affaires, sur leur business en fonction de leur degré de MGTOW. Certains disparaissent complètement, ils partent à la campagne, ils retournent à la nature et tu ne les verras jamais poster des photos d'eux-mêmes à 3500 followers pour dire voilà, je suis célibataire, je suis un célibataire et je ne veux plus de rapports sexuels, etc. Tu ne vois pas ce genre de truc. Si tu veux, c'est vraiment vécu comme un état de moine où tu te retires et l'attention ne t'intéresse pas. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « Mais l'Observateur, pourquoi tu fais pas de conférences ? On aimerait te voir, on aimerait voir à quoi tu ressembles, on aimerait créer une communauté autour de cette philosophie. » Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le problème de ça, c'est l'attention. Et l'attention, c'est quelque chose de très dangereux. La perte de la vie privée, la perte de l'anonymat quelque part, est tellement dangereux que ça n'en vaut pas la peine. Il y a plein de gens qui rêvent d'avoir de l'attention, il y a plein de gens qui ne vivent que pour l'attention, comme ces femmes qui proclament leur célibat haut et fort sur Internet. Mais si tu veux, l'attention, c'est le dernier de mes soucis, ça ne m'intéresse pas. Alors là, si tu veux, c'est même un enfer pour moi. C'est un enfer de devenir un personnage public, d'être connu, reconnu, d'être arrêté dans la rue, ça ne m'intéresse pas et pour moi ça transformerait ma vie en enfer. L'avantage que j'ai en restant anonyme, c'est que je peux dire ce que j'ai à dire et je pense que les gens s'intéressent plus à ce que j'ai à dire qu'à ma propre personne et de pouvoir sortir, prendre un café sans être reconnu, pouvoir voyager, ne pas avoir à me faire interpeller dans la rue par un tel ou un tel alors ça peut être interpellé gentiment pour discuter, pour échanger. Ça peut être interpellé violemment. J'imagine qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup ce que je dis. Et voilà, une fois que tu deviens un personnage public, ta vie ne t'appartient plus. C'est ça que très peu de gens comprennent. Les gens qui maîtrisent mal les réseaux sociaux, ils ont l'impression que c'est anodin de mettre sa photo sur Internet. Il y en a même qui mettent la photo de leur gamin. Est-ce que tu imagines, tu as des youtubeurs qui mettent la photo ou les vidéos de leurs femmes et de leurs gamins sur Internet. Mais de quel droit tu fais ça, mec ? Est-ce que tu as demandé à ta gamine de 3 ans si elle avait envie d'être sur Internet ? Ça devrait être puni par la loi, ce genre de truc. Tu as des youtubeurs, ils sont là, ils prennent leur gamin en photo, ça c'est ma gamine, mais est-ce que tu as demandé son avis à ta gamine ? Un jour, elle va devenir adulte, un jour, elle aura une vie, et est-ce que tu lui as demandé l'autorisation de mettre sa photo qui est un souvenir d'enfance, qui est quelque part un truc de très privé, de très intime, à tes followers, je ne sais pas combien t'en as, mais peu importe, ça va de quelques milliers à parfois plusieurs millions pour les très gros youtubeurs, mais tes gamins ne t'ont jamais demandé de partager ça avec la terre entière. Et pour moi, ce genre de choses, c'est de l'irresponsabilité. Tu ne sais pas ce que les gens vont en faire. Tu ne connais pas l'intégralité de ton audience. Certains sont normaux, ce qui est plus normal. D'autres sont pervers. D'autres vont vouloir te nuire. Donc, je pars toujours du principe qu'il faut être extrêmement vigilant parce que transmettre des idées sans avoir à engager sa vie privée, et c'est le paradoxe de ces femmes, et c'est peut-être la différence entre un MGTOW authentique et ces femmes, c'est qu'elles recherchent l'attention. Elle recherche une forme d'attention. Ce n'est pas un célibat qui est vécu comme une méditation, comme une retraite, comme une forme de retraite spirituelle où tu te retires de ce monde du dating, de la rencontre qui peut être épuisant pour peut-être te reconstruire, te solidifier, prendre du recul, prendre du temps avec toi-même, lire, voyager, explorer. Et peut-être ensuite, tu reviendras aux relations humaines et aux relations de couple, et peut-être que tu n'y reviendras jamais. Mais c'est plutôt une retraite ou un état méditatif, où il faut le vivre comme ça, du moins, et pas
un truc où tu balances tous les jours à tes 3500 ou à tes 10 000 followers tes photos, tes tweets, je suis célibataire, je pratique l'abstinence sexuelle, même ça, qu'est-ce que ça veut dire? T'as Sarah et Marie qui s'emparent des réseaux sociaux pour afficher leur abstinence sexuelle, mais la sexualité c'est de l'ordre de l'intimité. Pourquoi tu donnes ton statut sexuel comme ça au quotidien à 3500 followers? En fait, c'est pas l'abstinence qui t'intéresse, mais c'est l'attention que ça suscite. Ces femmes sont en recherche d'attention. Voilà la réalité de tous ces collectifs féministes, ou du moins de celui-ci. Et Marie, qui est un peu plus jeune cette fois-ci, Marie, 27 ans, se définit comme une célibataire politique. En tant que femme, on a tout à perdre à se mettre en relation avec un homme, considère cette féministe de la mouvance radicale. On va peut-être subir des violences, gagner moins d'argent, car on aura moins de temps à consacrer à son travail. On va faire des enfants, s'occuper de son mari, faire des tâches domestiques. Et la Marie, qui est un peu plus jeune, est déjà flinguée du cerveau. Est-ce que vous imaginez ce qu'elle décrit comme l'enfer? Elle décrit comme l'enfer gagner moins d'argent, donc travailler moins pour son patron, faire des tâches ménagères à la maison, s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants. Elle considère que ça, c'est l'enfer. Par contre, aller bosser pour un patron qui va t'exploiter comme une esclave, bosser 45-50 heures par semaine, beaucoup de gens travaillent beaucoup plus que les 35 heures. On a un peu les 35 heures comme une espèce de marque française. Les Français ne travaillent pas beaucoup. Mais de ma vie en France, j'ai jamais fait 35 heures. J'ai toujours explosé les compteurs et en général, c'est pas payé. C'est une illusion. Cette idée qu'en France on travaille moins, c'est une illusion. Peut-être que dans le service public, les gens travaillent moins parce que voilà, c'est l'État et les 35 heures sont scrupuleusement respectées. Mais dans le privé, t'exploses tes quotas. Je parle pas de l'architecture, j'ai déjà bossé des samedis, des dimanches. Les 35 heures, c'est une illusion. Donc ces gonzesses préfèrent aller faire 40 heures pour un patron plutôt que de travailler chez elles pour leur mari, pour leurs enfants. Et je continue à vous lire cet article, très intéressant au passage. Certaines féministes estiment que le couple hétérosexuel n'est pas sauvable en tant que tel, décrypte Christophe Giraud, professeur de sociologie à l'Université de Paris. Pour les féministes radicales, les femmes en couple se font tout le temps avoir, résume-t-il. Bah non, Christophe Giraud, non. Elles se font pas tout le temps avoir. Il y a quelques femmes qui se font avoir parce qu'elles choisissent les mauvais partenaires, mais il y a des femmes en couple qui sont très heureuses, qui ont des gamins, qui sont épanouies. Donc faut pas étendre ce délire féministe à l'intégralité de la population. Ce positionnement n'est pas partagé par toutes. #NousToutes ne préconise pas aux femmes de ne pas être en couple avec des hommes, souligne Sophie Barr ou Barré. On ne dit pas « il y a des violences contre les femmes, donc il faut que les femmes soient célibataires », ce n'est absolument pas notre discours. Et là, on arrive à une histoire extrêmement intéressante. L'Italienne Laura Messi ne se considère pas féministe. Pour autant, quand elle a passé le cap de la quarantaine en 2017, en étant célibataire, elle a voulu crier sur tous les toits qu'elle n'était pas malheureuse. Encore une fois, quarantenaire qui fait son coming out de célibataire. Elle a réalisé une cérémonie de sologamie, un acte militant qui consiste à se marier non pas avec un partenaire consentant, mais avec sa propre personne. Cette coach de fitness a déboursé plus de 15 000 € pour l'occasion et a convié 70 invités dans un restaurant près de chez elle, aux alentours de Milan. Et vous avez certainement dû voir ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, des femmes qui se marient avec elles-mêmes, qui font de vraies cérémonies de mariage pour se marier avec elles-mêmes, ou avec des chats, ou avec des chiens, des femmes qui ont épousé leurs chiens. C'est une espèce de phénomène qui a commencé ces dernières années. C'est incroyable. 15 000 balles, elle a dépensé 15 000 balles pour se marier avec elle-même. C'est pour te dire... Déjà, 15 000 balles pour dépenser ça, c'est que tu n'as aucune notion de gestion de ton patrimoine. 15 000 balles, tu aurais pu avoir ça comme un dépôt initial pour acheter un appart, pour investir. 15 000 balles pour faire une cérémonie bidon pour te marier avec toi-même. Mais tu n'as aucune idée, tu me donnes ces 15 000 balles, j'aurais fait fructifier ton capital, connasse. Je t'aurais montré comment investir, où investir, quoi en faire. Et ça vous montre un peu
le niveau de connaissance, d'éducation financière de beaucoup de femmes qui est dramatique. Hein. C'est un vrai problème. J'ai rencontré énormément, pour ne pas dire toutes les femmes que j'ai rencontrées, n'étaient pas éduquées financièrement. C'est incroyable, l'argent qu'elles dépensent, la façon dont elles se font avoir, elles sont impulsives, donc elles ne réfléchissent pas avant de dépenser. Si tu veux, personnellement, j'ai atteint un tel niveau d'éducation financière que à chaque fois que je raisonne l'argent, je le raisonne en termes de potentiel investi. Tu vois, si tu me dis par exemple, ah j'ai perdu 15 000 euros, oh c'est pas grave, j'ai perdu 15 000 euros, bon l'argent ça va, ça vient. Moi je raisonne pas comme ça. 15 000 euros sur 10 ans, sur un ETF Vanguard ou sur un bien immobilier ou sur un autre investissement, ou sur une ferme aquatique, c'est un autre type d'investissement auquel je m'intéresse. C'est quelque chose que j'avais découvert au Portugal, il y en a énormément en Bretagne aussi. Les fermes aquatiques sont extrêmement rentables et ça peut s'acheter à partir, ça dépend de la surface et ça dépend de la région, mais à partir de 10 000 euros, tu peux acheter une petite ferme aquatique et faire de la culture d'huîtres. C'est extrêmement rentable. Quand j'étais au Portugal, c'est un marin qui m'avait parlé de ça. En fait, c'est un bateau que j'avais loué pour aller visiter une des îles au large de Faro. Et pendant le trajet, j'avais discuté avec lui. Et en fait, lui, il fait un peu les deux. Il fait un peu de tourisme. Et il a aussi des fermes aquatiques où il gère des fermes aquatiques pour le compte d'investisseurs. Et beaucoup d'investisseurs au Portugal sont français. Beaucoup de gens, notamment de la région de Bretagne, vont investir dans des fermes aquatiques au Portugal, au large de Faro. Pourquoi beaucoup de Français ? Parce qu'on a le savoir-faire, y a pas photo. Et ça leur permet d'étendre leur capital, d'avoir plus de fermes aquatiques et probablement peut-être aussi moins cher que ce que ça leur coûte en France ou au large de la Bretagne. Donc, quand tu es éduqué financièrement, quand tu es un homme qui a une éducation financière, qui a un bagage, le fric, c'est pas uniquement un chiffre, c'est un potentiel. Quelqu'un qui n'est pas éduqué financièrement, tu lui parles de 15 000 euros, il va tout de suite imaginer ce qu'il peut acheter avec. Ah tiens, je vais acheter une voiture, je vais acheter une PlayStation, je vais acheter un billet d'avion, tiens, je vais voyager, je vais aller au Brésil, je vais aller en Asie du Sud-Est. Il va tout de suite réfléchir en fait à ce qu'il peut acheter avec. Qu'est-ce que je peux acheter, comment je peux les dépenser. Quelqu'un qui est financièrement éduqué, il va raisonner différemment. Il va se dire, dans quoi je peux les mettre, comment je peux les faire travailler. Et donc il va acheter sa ferme aquatique, il va gagner de l'argent avec sa ferme aquatique, et avec cet argent, il ira voyager au Brésil, il ira s'acheter sa voiture, il ira s'acheter ce qu'il veut acheter. L'argent est quelque chose de vivant lorsque tu es éduqué financièrement, c'est pas quelque chose de figé que tu vas dépenser. Et aucune femme ne raisonne comme ça. Alors déjà, très peu d'hommes raisonnent comme ça, c'est pour ça qu'il y a peu d'entrepreneurs, c'est pour ça qu'il y a peu d'hommes qui réussissent dans la vie, et c'est pour ça que la plupart se jettent dans le salariat à corps perdu et puis voilà, ils échangent leur temps contre de l'argent. Et chez les femmes, alors là, mais c'est quasiment aucune. J'ai jamais rencontré une femme qui m'a parlé d'investissement ou qui m'a expliqué comment fructifier son capital. Il y en a certainement, mais j'en ai pas croisé. La majorité des femmes que j'ai connues étaient fauchées. Et donc l'article conclut que ce phénomène de la sologamie et des cérémonies de mariage avec soi-même, ce phénomène est marginal, mais la multiplication de ces cérémonies depuis les années 2010, particulièrement dans le monde anglo-saxon, révèle la volonté de refuser la honte associée au célibat. Et c'est, je trouve, une très bonne conclusion, et cet article va vraiment dans le sens de ce que je voulais développer, c'est qu'il faut savoir que ce célibat proclamé, ou ces cérémonies où les femmes se marient avec elles-mêmes, quelque part c'est une forme de thérapie où elles essayent de cacher, de camoufler la honte de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, parce que ça communique quoi pour une femme, le fait de ne pas être mariée ? Ça communique le fait que de toute ton existence, depuis tes 20 ans ou depuis tes 18 ans jusqu'à tes 40 ans, pas un seul homme n'a voulu te passer la bague au doigt. Pas un seul homme ne t'a jugé suffisamment féminine, suffisamment femme pour faire sa vie avec toi. Et ça communique beaucoup de choses. Ça communique que tu es peut-être insupportable, tu as peut-être des exigences que personne ne peut remplir, parce qu'à un moment, si tu veux, quand tu as un homme qui te plaît pas, d'accord, bon, ça peut arriver. Quand tu as 2, 3, 4, ok, faux, t'as pas de chance, t'as rencontré 4 mecs, il n'y en a aucun qui était bien. Mais à un moment,
Quand tu rencontres 6, 7, 8, 9, 10 mecs, parfois entre 17 et 40 ans, certaines femmes ont rencontré 150 mecs. Sur les 150 ou les 200 ou les 250, lorsqu'on rentre dans le détail des chiffres, vous pourrez être impressionné. Mais bon, c'est pas trop le débat. Mais sur tous les mecs qu'elle a pu connaître, on va dire entre 100 et 200, il n'y en a aucun qui a fait l'affaire. Le problème, c'est peut-être toi. C'est pas possible. Sur un échantillon d'hommes aussi large, ça n'a marché avec personne. Le problème, c'est peut-être toi. C'est que t'es juste insupportable, t'es pas aimante, t'es pas douce, tu ne sais pas faire la cuisine, tu ne t'occupes pas de ton homme, tu ne t'occupes pas de ses préoccupations, tu ne veux pas savoir ce qu'il vit, quelque part, jamais tu n'as donné envie à un homme de te garder. Et ça, pour une femme, c'est une honte. Et donc, pour camoufler cette honte, elle transforme en réalité ce qui est subi, et ces femmes ne sont pas des MGTOW, et les femmes MGTOW, ça n'existe pas. Ces femmes sont plutôt des incels au féminin. Ce sont des célibataires involontaires. Elles subissent le célibat, et pour se défendre, quelque part, elles se transforment en militante féministe en expliquant que j'ai choisi d'être célibataire, c'est mon choix, c'est moi qui veux ça. Oui, mais à 41 ans, c'est plus un choix. À 41 ans, tu l'as subi. À 45 ans, c'est plus un choix. Bientôt, on aura des gonzesses à 70 ans qui vont nous dire « Ah, j'ai choisi d'être célibataire. » Mais non, c'est bon, là, t'es à quelques années de la tombe, t'as rien choisi. Et il faut voir toutes ces cérémonies, toute cette exposition sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, de ces femmes qui disent « Je suis célibataire et je suis heureuse, female power, je n'ai pas besoin d'hommes, je suis indépendante ». Il faut surtout voir ça comme quelque chose déjà de triste, comme un appel au secours, comme une thérapie pour certaines qui essayent de se convaincre en fait que ce célibat n'est pas subi, mais qu'elles l'ont choisi, qu'elles ont eu un choix, qu'elles ont eu la main sur leur destin, et c'est parce que c'est des femmes fortes, indépendantes, qu'elles ont choisi l'abstinence sexuelle. Et cette fameuse Italienne de Milan, Laura Messi, a déclaré « Mon bonheur dépend de moi-même, je ne vais pas attendre qu'un homme m'offre le bonheur. » Mais j'ai envie de dire, ma petite dame, t'as déjà attendu la quarantaine, tu vas attendre encore. Elle avait la quarantaine en 2017. Alors qu'est-ce que ça veut dire la quarantaine, 43, 44, 45 ? Donc 2017, ça fera bientôt 5 ans. Donc là, elle approche allègrement la cinquantaine, la petite Laura Messi. Donc bon, quand t'as bientôt 50 piges, tu déclares « Mon bonheur dépend de moi-même, je ne vais pas attendre qu'un homme m'offre le bonheur ». Laura, t'es déjà sortie de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Une gonzesse de 47 ans qui me balance « Oui, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'homme. » Ouais, mais tu l'as pas choisi. Tu l'as pas choisi. T'es en train de vivre une forme de misère émotionnelle, de misère sexuelle. Et c'est un peu ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas, et c'est avec ça que je vais conclure. Les femmes, parce qu'elles trouvent sur les réseaux sociaux beaucoup d'hommes disposés à avoir des rapports sexuels avec elles, à les baiser, pour parler vulgairement, elles ont l'impression que quelque part elles ont un choix énorme et qu'elles peuvent attendre, qu'elles peuvent essayer, qu'elles peuvent multiplier les partenaires sans problème. Et il y a beaucoup de gens qui s'amusent sur Internet à faire des analyses en montrant comment il est facile pour une femme de trouver un homme sur Tinder. Même une petite moche grosse sur Tinder va avoir 20, 30, 40 matchs et va trouver un homme pour passer la soirée avec elle. Sauf que beaucoup de femmes confondent se faire baiser et se faire passer une bague au doigt. Sur les 1000 mecs qui ont matché avec toi sur Tinder ou sur les 100 mecs que tu as rencontrés via Tinder, 0 sont prêts à te passer la bague au doigt. 0. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes se font avoir parce qu'elles se disent beaucoup de prétendants, beaucoup d'hommes, surtout avec Internet, surtout avec les réseaux sociaux qui flinguent complètement les cerveaux. C'est comme Sarah, cette femme féministe de 41 ans, qui envoie un message sur Twitter, on avait commencé l'article avec elle, qui dit, ou qui écrit « Petit rappel du lundi, je ne veux pas d'homme dans ma vie, je vis en non-mixité. Ne perdez pas de temps à m'envoyer des messages. » Et Sarah a dû confondre toute sa vie
entre hommes qui ont envie de la baiser et hommes qui ont envie de lui passer la bague au doigt. Et des hommes qui veulent passer la bague au doigt à une femme, il y en a de moins en moins. C'est ça qu'il faut comprendre, les hommes ne veulent plus se marier. Nous avons atteint aujourd'hui le plus bas taux de mariage depuis 1946. On se marie moins aujourd'hui qu'à la sortie de la guerre, pour plusieurs raisons. Parce que c'est cher, parce que ça n'en vaut pas le coup, parce que c'est un sacrifice pour un homme, et parce que surtout, contre ton sacrifice, t'as absolument rien. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, à la base, qui sont prêts à faire ce sacrifice. Le sacrifice de travailler plus, parce qu'une famille, ça coûte cher, parce que des gamins, ça coûte cher, parce qu'il faudra un logement plus grand. Donc c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail. Mais quelque part, lorsque, contre ce sacrifice, t'as la rétribution ultime d'être un père de famille respecté, avec une femme aimante qui s'occupe de toi, qui s'occupe du foyer, avoir des enfants, une progéniture, une descendance. Quelque part, quand tu vois tout ça, tu dis que le sacrifice en vaut la chandelle. Entre parenthèses, c'était le cas jusque dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Mais aujourd'hui, lorsque tu mets dans la balance ce que tu reçois contre le sacrifice de l'homme marié, tu travailles plus, t'as du stress, t'as des enfants, plus de dépenses, et en face t'as quoi? T'as une femme hystérique qui ne sait pas faire la cuisine, et quand elle sait faire la cuisine, elle ne veut pas faire la cuisine. Elle est stressée, elle n'est pas aimante, elle n'est pas douce, elles ne savent pas s'occuper des hommes. Les femmes de l'Ouest sont extrêmement masculines. Ceux qui ont fréquenté des Russes, des Ukrainiennes vont savoir de quoi je veux parler. Si vous n'avez pas fréquenté dans votre vie une femme ukrainienne authentique et traditionnelle, pas une femme ukrainienne qui vit en Occident. Si vous n'avez pas connu une femme ukrainienne qui s'occupe de vous, vous ne savez pas ce qu'est la féminité. Et là, je m'adresse aux hommes. Ceux qui pensent avoir connu ou rencontré la féminité chez une Française ou chez une Anglaise ou chez, je ne sais plus, tout ce qu'il y a en Europe de l'Ouest, là, les Suédoises, etc. Si vous pensez que vous avez connu la féminité au travers d'une de ces femmes, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, quand ça m'est arrivé, j'étais sur le cul. Le niveau d'attention, de douceur, de gentillesse, de présence, c'est incroyable. Elle s'occupe de toi, t'as l'impression que t'es un gamin de 5 ans. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas qu'elle t'infantilise ou qu'elle te traite comme un gamin, c'est qu'elle s'occupe de toi comme si t'étais quelque chose de fragile, qu'il fallait protéger, qu'il fallait choyer, qu'il fallait respecter, qu'il fallait... T'es vraiment une espèce d'objet quasiment divin. C'est ça que te fait ressentir l'Ukrainienne authentiquement. C'est assez incroyable. Alors, il y a de tout, hein. J'imagine qu'il y a aussi des Ukrainiennes féministes. Bon, c'est un grand pays, l'Ukraine, hein, donc c'est dur de résumer toutes les Ukrainiennes au même comportement. Mais si tu as la chance de tomber sur une femme qui a ce logiciel, qui a été éduquée dans ça, qui a vu ses parents faire ça, je peux te dire que tu es au paradis. Plus jamais de ta vie, tu ne toucheras à une Anglaise ou à une Française ou à une Suédoise. Tu ne voudras plus jamais de ta vie toucher à ça. Je vous garantis, c'est vraiment une expérience dont on ne revient pas. Et aujourd'hui, je suis convaincu que, à part des Russes et des Ukrainiennes, je ne peux fréquenter aucun autre type de femme. Et il y aura de plus en plus d'hommes comme moi. Et ce qu'on est en train de voir, quelque part, c'est le résultat de ce que le féminisme a provoqué. C'est ces années de féminisme insupportable, c'est ces années de femmes hystériques, presque une génération, qui ont dégoûté les hommes du mariage. Voilà, authentiquement, les femmes nous ont dégoûtés du mariage, elles nous ont dégoûtés de la relation de couple. J'en ai pas envie. Quand je vois une occidentale, j'en ai plus envie. Ça me fatigue quand je les vois boire, quand je les vois en surpoids, quand je les vois tatouées, quand je les vois mal s'occuper d'elles, quand c'est insupportable, c'est insupportable. Les femmes carriéristes, les femmes qui travaillent, les femmes hyper masculines, les femmes aux cheveux courts, je ne peux plus. Je ne peux plus et je pense qu'il y a plein d'hommes comme moi qui ne peuvent plus, et qui n'en peuvent plus et qui ne veulent plus de tout ça. Donc forcément, on ne se marie plus, on essaye de se soulager sexuellement comme on peut, au travers des escortes ou au travers des petits coups de bite qu'on peut avoir à droite à gauche de temps en temps, mais la bague au doigt, c'est terminé. Je pense que aujourd'hui, l'alliance est en voie de disparition. Je pense que tous les bijoutiers qui m'écoutent devraient être en panique, parce que je vous le dis les mecs, dans quelques années, vous ne vendrez plus une seule bague de fiançailles en diamant.
Pas une seule. Alors déjà, moi, je ne serai jamais client. Ça, t'oublies. Et peut-être que les bijoutiers vont bientôt se reconvertir en boucher ou en coffee shop. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur avenir. Mais je peux vous le dire que bijoutier, je ne sais pas pour combien de temps ça va encore marcher. Ou alors, si, ils auront encore des clientes, mais ça va être celles qui s'achètent des bijoux à elles-mêmes. Voilà, les femmes qui se marient toutes seules, qui dépensent 15 000 balles, elles iront s'acheter leur propre alliance de mariage, leur propre bague de fiançailles en diamant. Elles iront faire les courses toutes seules pour elles-mêmes. Elles vont s'acheter leurs fleurs, elles vont louer la salle, le DJ, elles vont danser toutes seules. Ça va être l'avenir du mariage. Des gonzesses toutes seules qui vont danser. Et les gays, les mariages gays sont en augmentation. Ça aussi, il faut se dire que peut-être que les femmes ont tellement dégoûté les hommes que les hommes préfèrent se marier entre eux maintenant. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ma tasse de thé, mais si tu veux, je les comprends, les mecs. Ils auront moins d'emmerdes avec un autre mec qu'avec une femme. Donc bientôt, quand vous serez invité à un mariage, ça sera ou pour voir une femme se marier toute seule, ou votre meilleur ami gay qui s'est marié. Voilà, ça va être ça l'avenir du mariage, les gays et les femmes seules. Et vous savez quoi? Je vais ajouter une chose. Je me suis dit récemment, et si je me mariais par militantisme? Ah, ça serait incroyable ça. Juste pour faire chier en fait. Je me suis dit que dans toute cette dégénérescence, peut-être que le mariage hétérosexuel deviendrait un acte de militantisme. En gros, au lieu de manifester dans la rue et de sortir crier « je suis pas d'accord », en fait, tu prends une femme, une vraie femme authentique, féminine, tu lui fais 2 gamins et tu fais un mariage traditionnel bien sûr, et en fait tu deviens un militant. Au milieu de toute cette dégénérescence de ces gonzesses qui se marient avec elles-mêmes, qui se marient avec des chiens, avec des cadres, avec des caniches, avec des chats, au milieu de toute cette dégénérescence, puis à côté des mariages gays et de tout ce qui se fait, en fait, le mariage hétérosexuel, ça va devenir un homme sur 1000, ça deviendra presque un acte militant en fait. T'es Che Guevara quand tu te maries. Et je me suis dit, rien que pour faire chier, je pourrais peut-être me prendre une Russe ou une Ukrainienne, un missile intergalactique comme il y en a ici, la génétique est supérieure, faut pas chercher. Tu te balades dans les rues de Paris ou de Londres et tu te balades dans les rues de Kiev, tu comprends qu'il y a une des 2 génétiques qui est partie en couille et c'est pas celle de Kiev. Je me suis baladé à Londres la dernière fois, le nombre de grosses dans la rue. Il y a un ami à moi qui m'avait envoyé une photo d'un mariage à Londres. C'est une de ses amies qui s'est mariée, puis il m'envoyait ses photos, ses selfies. Et en fait, alors je lui ai pas dit, mais ce que j'avais remarqué dans ce mariage, c'est le nombre de grosses, le nombre de femmes en surpoids. La mariée était en surpoids, ses copines étaient en surpoids, les demoiselles d'honneur étaient en surpoids. La demoiselle d'honneur, elle est censée être jeune, toute fraîche, c'est la petite jeune de la famille qui fait demoiselle d'honneur. Eh bien en Angleterre, elle est grosse. Demoiselle d'honneur, c'est une petite grosse. J'ai rien contre les grosses, mais l'épidémie de surpoids m'inquiète un peu quand même. Ça fait un peu trop. On n'est pas fait pour être gros en fait. L'être humain, il n'est pas fait pour avoir autant de graisse sur son corps. Il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. La santé en Occident part en couille. Avant, c'était vraiment un problème américain. C'était les Américains qui étaient gros, qui étaient en surpoids. Et en tant que Français, t'étais choqué quand t'allais aux États-Unis parce que tu voyais tous ces morphotypes hyper gros, hyper obèses, de la graisse qui déborde de partout. C'était pas vraiment un problème européen. Maintenant, tu commences à voir ça en Angleterre, en Allemagne, dans une moindre mesure en France, mais on commence à voir ces morphotypes assez inquiétant. Et tu réalises ça encore plus quand tu vas te balader dans la rue à Moscou ou à Kiev et tu vois ces missiles, ces puretés. C'est pas des top modèles au sens professionnel. Dans la vie, elles ont des métiers normaux. Voilà, certaines font des métiers très simples. Mais le physique, les corps, c'est incroyable. Et tu dis, en fait, c'est pas les Ukrainiens qui sont au-delà de la moyenne. C'est juste qu'ils sont normaux. C'est rester des êtres humains normaux, des hommes et des femmes comme on devrait en avoir en Occident. C'est nous qui sommes devenus tordus, c'est nous qui partons en couille au niveau de notre santé. Et j'imagine que la femme française dans la rue dans les années 40 ou dans les années 50 n'avait rien à envier aux Ukrainiennes. Il n'y a qu'à voir comment les soldats allemands
perdaient la tête quand ils arrivaient en France. Les soldats allemands, les GIs américains, les mecs, ils arrivent, ils avaient envie de pécho toutes les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient magnifiques. La française avait la réputation d'être l'une des femmes les plus belles au monde. Aujourd'hui, t'as de la grosse, c'est incroyable. Tu te balades dans la rue à Paris, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Et à Londres, encore plus. Je pense que l'épidémie d'obésité est plus importante, ou de surpoids, est encore plus importante en Angleterre qu'en France. L'Angleterre est quelque part entre la France et les États-Unis, en termes de dégénérescence. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, l'observateur, il se fait un petit mariage traditionnel. Il se prend une Ukrainienne, même une Ukrainienne moyenne, passera pour une top modèle en Europe de l'Ouest. Même une gonzesse basique, celle qui vend le café, tu vois, elle est dans un coffee shop, elle vend le café, physiquement, elle éclate 90% des femmes d'Occident. Tellement les physiques sont incroyables. Et on pourra écrire un article à mon sujet, l'un des rares hommes à se marier cette année. En fait, ça sera tellement rare qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui se marie, il y aura un article dans les médias pour parler de ça. Parce qu'en fait, à part les femmes qui se marient seules ou avec des chats et les mariages gays, il n'y aura plus de mecs qui se marient. Donc ça sera un événement. On parlera de nous comme on parle aujourd'hui des féministes ou de ces femmes qui se marient toutes seules. Ça deviendra une banalité bientôt. Et on parlera en fait des mecs qui se marient. Voilà, vous verrez en première page du Figaro ou du Monde. Aujourd'hui, un homme s'est marié à Paris. Un homme s'est marié à la mairie. Le maire n'avait pas vu ça depuis 3 ans. Ça serait quand même incroyable. C'est peut-être un scénario de film, hein, s'il y a des réalisateurs qui m'écoutent. Je viens de vous lâcher un scénario de film. Le dernier homme à se marier. Voilà le formidable avenir que nous ont préparé les féministes. Mais bon, moi je ne suis qu'un spectateur de la déchéance, un spectateur de la dégénérescence. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Faudra peut-être aller au fond du fond, faudra peut-être aller au fond du trou, faudra peut-être qu'on ait des armées de femmes qui ne trouvent plus d'hommes. Encore une fois, vous trouverez des hommes pour vous faire baiser, mais des hommes pour vous faire des gamins, pour s'occuper de vous et pour vous mettre une bague au doigt, je vous garantis qu'il n'y en aura bientôt plus. Et peut-être qu'il faudra aller jusqu'à l'extrême dégénérescence pour qu'il y ait une forme de renaissance, pour qu'il y ait un revival, que de jeunes générations de femmes, en voyant ce cimetière des éléphants, en voyant ces hystériques se marier toutes seules, en voyant toutes ces malades finir à 41 ans, 45 ans, à s'acheter des bagues, à dépenser 15 000 balles pour se marier toutes seules, peut-être que des gamines vont commencer à se dire « mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, on va pas finir comme ça, on ne veut pas finir comme ces femmes. On ne veut pas de ces femmes comme modèles. » Bientôt, on apprendra à l'école « Le chat est l'avenir de la femme ». C'est la suite du poème d'Aragon. J'ai toujours pensé que c'était un poème de merde et qu'il fallait le continuer, il fallait ajouter un truc, il était incomplet. La femme est l'avenir de l'homme et le chat est l'avenir de la femme. À choisir, le trans ou le chat. Les deux sont un avenir possible. Le trans est l'avenir de la femme et le chat aussi est un avenir possible de la femme. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous